qui était trop en avance. 95-96, c'était bon, déjà les mouvements un peu hippies que l'on voit dans le film, là, et c'était la fin, donc c'était assez facile de ridiculiser tout ça. Et puis, bon, c'est vrai aussi que le procédé consistant à partir d'une planète ou de peut-on être persan, comment peut-on être persan, hein, c'est-à-dire cette distanciation qui est introduite en regardant notre société à partir d'un autre point de vue est en effet quelque chose qui est toujours toujours amusant, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que maintenant, ce qu'elle raconte à l'époque, il a fallu quand même beaucoup de courage pour qu'elle le fasse et que son producteur aussi accepte de financer le film. On s'aperçoit que le film, finalement, il vieillit très bien. Et que, bon, elle a eu un tort, c'est d'être en avance sur son temps. Ouais, ce que je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. C'est vous qui avez la parole. Moi, j'avoue qu'il y a beaucoup de moments où on rit carrément, quoi. Bon, je veux dire, pardon? L'orchestre, le football, même le médecin, là, bon, si vous voulez, bon, il y a tout un aspect du monde dans lequel nous vivons, si vous voulez, la hiérarchie, tout ça, qui est vraiment totalement mis en évidence. Mais moi, j'ai bien aimé aussi l'histoire, enfin bon, de la boulangère, là, au début, qui balance les cadeaux, les gâteaux sur une voiture et son mari lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont 3 semaines tes trucs. Bon, c'est vraiment bon, on est en plein dedans quand vous regardez le désastre alimentaire dans lequel nous sommes, c'est exactement ça, quoi. Bon, et là ce qui est bien c'est qu'aussi c'est pas seulement les multinationales, c'est qu'on s'aperçoit que c'est de haut en bas de l'échelle que les choses peuvent se produire, voyez-vous. Donc voilà, moi j'avoue que je me suis même si le procédé est un peu éculé, j'avoue que j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup d'aspects tellement actuels dans ce film, si vous voulez, par rapport à d'autres films, qu'il n'avait pas beaucoup vieilli. Et il nous interroge vraiment sur le monde dans lequel on est. De l'agriculture à l'alimentation, à la bouffe par exemple, je veux dire, c'est un désastre complet, on le sait. Et on le sait en même temps, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment protéger les gens vous avez suivi la Confédération paysanne qui a pris d'assaut Lactalis. Lactalis, c'est le groupe Beignet, c'est je sais pas, 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une ambiance tout à fait socialement extrêmement dure. On ne discute pas chez Beignet, on fait ce qu'on... Voilà, et Beignet a été pris la main dans le sac il y a quelques années avec des produits contaminés par la salmonellose. Et ça a duré des années, si vous voulez. Et l'État ne faisait rien. Pourtant, il le savait, et Beignet le savait aussi. Donc ça a fini par éclater en un scandale. Et le dernier scandale alimentaire, bien sûr, vous le connaissez, c'est l'histoire de Nestlé. Enfin bon, de toute façon, Nestlé avec c'est Panzani, c'est avec les pizzas. les pizzas. Les pizzas contaminées quand même, c'est pas rien. 2 morts, 50 enfants qui sont à vie sous dialyse, aux frais de la sécurité sociale. Hein. Et les dirigeants de Nestlé n'ont pas été inquiétés. Pourtant, c'est là que la responsabilité se trouve. Et celle de l'État, parce que l'État savait. Il y a eu des tas de rapports, d'après ce que j'ai pu lire, des tas de rapports qui ont été faits à l'époque sur les conditions d'hygiène lamentables dans l'usine où étaient fabriquées ces pizzas. 200 000 par jour quand même. Hein. Il y a de quoi quand même intoxiquer du monde avec ça. Sans compter les effets à long terme. Pardon ? Coupable, mais pas responsable. Non, c'est la responsabilité complète aussi bien de l'État. Et en dépit, encore une fois, des rapports, c'est pareil pour la salmonellose chez Beignet, chez Lactalis. Donc c'est bien que, comment il s'appelle, nos amis de la Conf aient pris Lactalis pour cible.
Il me semble, je peux me tromper, mais que je trouve qu'il y a peut-être plus d'agressivité enfin, disons, au cours des dernières années en France qu'à l'époque. Oui. C'est ça qu'elle est précurseur, parce qu'on ne dirait pas. Mais en effet. Si ancien. Non, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont vues dans ce film, qui sont et qui fait qu'il reste actuel, bien qu'il ait maintenant trentaine d'années, quoi. Ce qui est d'autant plus dramatique, ça veut dire qu'en 30 ans, on n'a pas beaucoup évolué. Si, on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué, si, au contraire. Ça a beaucoup. Le progrès, on n'a pas. Écoutez, ça fait 30 ans ou 40 ans que tous les gouvernements successifs nous promettent que grâce au progrès, ça ira de mieux en mieux. Bon, hein. C'est la croissance, le développement, l'investissement, l'innovation. Enfin, je veux dire, vous tournez votre poste de radio ou votre journal et on parle que de ça et que ça ira beaucoup mieux demain. Mais ça fait 30 ans que ça fait. Ça ruisselle, voilà. Ça ruisselle que sur nos présidents. Voilà, ça ruisselle. J'ai habité à la campagne. J'avais un petit bout de jardin dans lequel, malgré tout, je produisais une petite partie de mes légumes. Bon, c'était une satisfaction personnelle, je ne parle pas autre chose que ça. Mais maintenant que je vis à Aix, dans un appartement, parce que je suis trop vieux pour vivre à la campagne, j'avoue que je passe mon temps à faire des courses et d'être prisonnier complètement du supermarché, même si je passe par des AMAP, j'essaye d'éviter d'aller dans le supermarché, mais j'imagine l'enfer que ça doit être pour des gens avec des familles, des enfants qui travaillent tout le temps, etc. Je veux dire, vous êtes prisonnier de... Alors comment sortir de ça? Je vais vous dire quelque chose, peut-être c'est un peu immodeste, mais je pense que l'arme de la dérision, elle est en effet extrêmement puissante pour désarmer les dominants. Bon, vous pouvez aller regarder sur Internet. J'ai fait un petit spectacle à la demande du Centre national des arts du cirque et de la rue, qui est à Port-Saint-Louis-du-Rhône. À leur demande, on a fait un petit spectacle qui s'appelle « De la banette au pain ». Il est sur Internet et c'est en fait une dérision de ce qu'est devenu l'agriculture moderne, l'alimentation moderne, etc. Mais d'un air tout à fait sérieux. Hein, je veux dire, je joue le personnage d'un technocrate macronien qui écrase tout le monde, etc. Puis qui, à la fin, se retrouve ridiculisé. Je veux dire, la leçon morale est claire. Donc, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'arme de la dérision n'est pas assez utilisée. Ces gens-là, ils seraient à poil s'il y avait vraiment des gens qui les... Mais malheureusement, ils ont les médias pour eux. C'est quand on s'énerve, c'est contre-productif. Alors, il y a une autre chose excusez-moi, que je voulais dire aussi, attirer l'attention, vous avez parlé de l'agriculture. On est en plein... Enfin, avec les problèmes agricoles actuels, on est en plein confusionnisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas le vocabulaire pour parler de ça. Je veux dire, le président de la FNSEA, vous savez que c'est un agriculteur qui doit conduire sa Jaguar ou ses grosses voitures, si vous voulez, mais jamais le tracteur. Hein. Il est président d'une multinationale, il a 700 hectares, enfin, etc. Je veux dire. Et c'est ça qui est le modèle, si vous voulez, qu'on essaye de mettre en place depuis des décennies. Et je veux dire, moi, je ne peux plus supporter d'entendre parler des agriculteurs. Ça ne veut strictement rien dire. Et c'est toute la confusion qui est totale. On est face, en réalité, à un système agro-industriel, totalement agro-industriel. Le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'agro-industrie, point final. Il est là pour favoriser cette concentration du pouvoir, cette concentration des entreprises. Évidemment, quand de temps en temps, les agriculteurs, pardon ? Oui, si vous voulez, qu'il y a une menace d'alliance entre, disons, ceux qui restent de la paysannerie et puis les gros. Je veux dire, la FNSEA, il essaie de faire croire que tout le monde a les mêmes intérêts. Mais oui. Mais c'est un côté intéressant. Ça veut dire que... Précisément ce que je voulais dire. Oui. Voilà. C'est qu'il manque une dimension politique. Et il est... C'est très drôle, il y a
Mais finalement, ils repartent sur leur planète et après, ils se passent plus rien. Oui. Il n'y a pas une réelle. Il y a de la dérision, il y a de l'humour, mais il n'y a pas une réelle. Exactement. Oui, une réelle vision, un enclenchement, une prise de conscience politique. Elle est individuelle, mais elle n'est pas politique. Et c'est un peu quand même. C'est pas la politique qui prime, c'est l'individu. Alors, Justement, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop l'individu qui prime en politique. Et qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun parti, aucun politique, femme politique qui n'a de réelle vision ni de courage. Donc, non, moi je te trouve très intéressant la réflexion sur le fait que, bon, ayant affaire au système médical, vu mon âge, je pense que votre remarque est très fine sur quand le médecin se rend compte que finalement, il n'a jamais fait d'accouchement, quoi. Il a fait des gestes techniques. Mais c'est un peu ce que je disais avant sur le fait qu'on est dans une société qui est complètement dominée par la technique, dominée par les ingénieurs et autres, si vous voulez. C'est eux qui assurent la dynamique folle dans laquelle on est. Je veux dire, la Silicon Valley, c'est quand même des ingénieurs. C'est tout Google, etc. Tous ces gens-là, c'est des ingénieurs partout. En médecine, ce sont des ingénieurs. Pensez à une chose, c'est qu'en médecine maintenant, disons ce qui me stupéfait, c'est de voir, si on prend l'exemple du cancer, j'en ai eu un, donc je peux en parler. Ce qui est stupéfiant, c'est que les progrès sont presque uniquement liés au progrès des techniques de micro-plombage, de micro-plomberie, d'imagerie, et ces choses-là. Pour le reste, si vous en ce qui concerne le cancer, c'est ou bien vous l'enlevez avec la chirurgie, ou bien vous l'enlevez avec des rayons, ou bien vous l'enlevez avec des produits chimiques. Mais on n'a pas fait un PET. Pourtant, ça fait maintenant des décennies qu'on nous apprend que la guerre contre le cancer va être gagnée. Le dernier en date, c'était quand même Macron qui avait annoncé qu'on allait financer la lutte contre le cancer. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais en même temps, il autorisait le glyphosate. Bon. Mais en fait, c'est logique, hein. Quelque part, c'est absolument logique, c'est en même temps. Je veux dire, ça crée des marchés. Je veux dire, le cancer, c'est une opération hyper rentable pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est très difficile, si vous voulez, de s'extraire de l'idéologie dans laquelle on baigne. Enfin, moi, je sais, j'ai fait un travail, si vous voulez, bon, peu importe, qui s'oppose absolument à tout ce qu'un certain nombre de généticiens, sélectionneurs ont pu raconter. Et en dépit du fait que, si vous voulez, la logique de ce que je raconte est absolument parfaite, il n'y a pas moyen que ces choses-là soient publiées, au moins dans des revues anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'on se trouve opposé, on se trouve confronté, si vous voulez, à des gens qui, sans être malhonnêtes, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Ils ne lisent pas ce qui est écrit. Et c'est ça la puissance de ce que vous disiez, la connexion dans laquelle on est, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est manipulé. Et là, il y a une vieille histoire, si vous voulez, c'est vraiment celle des classes dominantes qui se sont rendues compte dans les années 20, ça a commencé à ce moment-là, que quand il y avait des révoltes, des révolutions, ça coûtait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de biens qui étaient détruits, qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait contrôler les esprits. Vous avez le livre célèbre, c'est celui très connu, c'est celui d'Édouard Bernet. Édouard Bernet qui s'appelle Propaganda, qui a été traduit avec 50 ans de retard, je crois, en français. Et Propaganda a été le livre de chevet, paraît-il, de Goebbels. Comment manipuler l'opinion publique? C'est-à-dire que si vous contrôlez les esprits, la paix sociale peut être largement assurée. Et c'est très difficile d'échapper à ce contrôle. Pour donner une anecdote sur Édouard Bernet, la puissance de réflexion qu'il avait, il était employé par les cigarettiers américains dans les années 20. Et dans les années 20, il y avait de très grandes manifestations féministes dans les grandes villes américaines. Et il avait réussi à persuader les femmes
de fumer des Lucky Strikes en les baptisant les torches de la liberté. Vous voyez le côté, la façon, on voit bien, quand on commence à regarder les choses sous cet angle-là, on voit bien comment le système le système médiatique dans lequel on est en train de récupérer ce qui est, disons, correspond à une réalité, etc., pour la transformer complètement à autre chose. C'est que moi, ce qui me manque dans l'espèce de vision totalement irénique, c'est que quand même, bon, la réalité est bien différente. Je sais, j'ai fait une expérience un jour, c'était des amis, on était une trentaine, et on s'était réunis pour faire des journées un peu agroécologiques, etc. Enfin, l'idée, c'était de battre le grain avec un fléau et de terminer avec des pizzas. Voilà. Et je peux vous assurer que... Bon, j'ai failli me faire tuer parce qu'il y a les fléaux, vous savez, c'est ces trucs au bout, là. Il y en a un qui s'est détaché, là, ça me passait juste à côté. Là. Et finalement, à 30, on a dû se partager 2 pizzas, si vous voulez, au bout d'une journée de travail très dur. Donc, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas négliger non plus la puissance du système, à savoir que quand même, il y a eu une élévation considérable du niveau de vie, pas du niveau de vie, pas de la consommation, certainement, si vous voulez. Et ça, dire, les paysans, si vous voulez, d'autrefois, ou ceux qui immédiatement après, pendant la guerre, si vous voulez, ramassaient les dorifores avec les enfants un à un sur les patates, si vous voulez, bon, vous pouvez comprendre quand les premiers insecticides sont arrivés, oh, miracle. Donc, il faut, si vous voulez, laisser, je veux dire, les choses, elles ne surviennent pas comme ça. Il y a tout un processus historique, comme vous parliez de prise de conscience, mais simplement la réalité se transforme petit à petit. On s'aperçoit que les pesticides, au bout d'un moment, c'est une catastrophe, qu'on pourrait faire autrement et autres. À propos de pesticides, je voudrais dire une chose qui m'a beaucoup intéressé. Malheureusement, je n'ai pas trop de détails là-dessus, mais j'ai lu qu'en Italie, un agronome s'était rendu compte que les agriculteurs utilisaient des pesticides non pas parce qu'ils étaient vraiment utiles, mais parce que ça les rassurait, c'était une sorte d'assurance. Et il a mis en place un programme comme quoi il allait les assurer contre des mauvaises récoltes, à condition qu'ils n'utilisent plus de pesticides, si vous voulez, et qui payent évidemment, en gros, peut-être pas l'équivalent de toutes des frais de pesticides, mais disons une partie des frais de pesticides. Et ça a très bien marché. Donc là aussi, vous avez peut-être une alternative aux pesticides auxquels on n'a pas pensé, c'est que si, en effet, il a raison, si les gens utilisent les pesticides pour pouvoir dormir tranquille, simplement, sans s'inquiéter que s'il y a un ravageur qui arrive, eh ben, ils vont perdre leur récolte et ils seront obligés de revendre leur ferme. S'il y avait un système social qui assure les gens de la permanence de leur activité, eh bien, on pourrait s'en passer. Vous voyez, donc je crois que ce n'est pas du tout désespéré. Simplement, avant que l'État français mette en place un système d'assurance mutuelle de ce type, je pense qu'on peut toujours courir. Un mot sur l'histoire des pesticides. Hein. Les pesticides sont étroitement liés au gaz de combat de la Première Guerre mondiale. Hein, c'est pas des choses. Et ensuite, ça s'est développé en Allemagne, etc. Et donc, ce qui a été le grand succès des pesticides, ça a été le DDT. Tout est parti du DDT. C'est une molécule qui a été synthétisée au XIXe siècle, mais c'est un chimiste suisse qui s'est aperçu des vertus, si je puis dire, insecticides du DDT. Et il l'a proposé, comme il était suisse, si vous voulez, avec cette neutralité suisse qui est tellement bien ancrée, il a proposé sa molécule à la Wehrmacht, donc qui a permis aux Allemands de ne pas trop souffrir des poux et autres saloperies. Et à partir de 1942, début de 1942, il l'a offerte aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça s'est avéré comme une molécule miracle, puisque avec un petit bol de DDT, vous balanciez ça sur une île et tous les moustiques disparaissaient. Et c'était absolument essentiel pour les États-Unis pour reconquérir la série des îles qui conduisaient jusqu'au Japon. Donc le DDT
a été une molécule absolument extraordinaire, développée par les militaires, si vous voulez, enfin plutôt utilisée par les militaires à des fins de se débarrasser des moustiques, parce que les troupes américaines souffraient énormément de la malaria. Je veux dire, quand MacArthur quitte, je crois c'est en 1941 ou 1942, quand il quitte les Philippines, il a 90% de ses soldats qui sont au tapis avec la malaria, qui sont hors d'état de combattre. Donc, bon, ça me renvoie à quelque chose qui est aussi tout à fait essentiel dans l'histoire et qui est totalement négligé, c'est l'importance des épidémies et des maladies dans la conduite et dans le succès de la guerre, y compris la Première Guerre mondiale. Hein. Sans entrer dans le détail, les plans allemands ou les plans des empires, c'était de rentrer en Serbie pour aller saisir le blé de l'Ukraine et le pétrole du côté de Bakou. Et lorsque les troupes austro-hongroises sont rentrées en Serbie, elles sont rentrées avec, parce que comme l'Empire austro-hongrois s'était fabriqué avec de briques et de broc, en tout cas il y avait du typhus dans les troupes qui sont rentrées en Serbie, et ils ont flanqué le typhus à toute la Sorbie. Et ils ont été obligés de se retirer à la frontière. Il faut savoir que peut-être qu'une chose, c'est que les Serbes ont perdu 16% de leur population entre la guerre et le typhus. C'est gigantesque. Hein. Les Français ont perdu, avec 1 500 000 hommes blessés ou tués, ils ont perdu 5% de la population. Les Serbes, 16%. Donc voilà. Donc, et il faut savoir aussi une chose, c'est que la plupart des découvertes importantes en matière de lutte contre les épidémies ont été faites par des médecins militaires. Donc le rôle. Bon, et les États-Unis, c'est pareil. Si vous voulez, l'histoire du DDT, c'est ça. Donc, ça devient la molécule de la victoire. Les usines sont en place après la guerre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va pas les mettre sous cocon. Hein. Ben, on va commencer à balancer du DDT partout. Et ce que les Américains ont fait partout, se sont empoisonnés au DDT. Il y en avait littéralement partout, dans les étables, dans les maisons. C'était la molécule miracle. Et le chimiste suisse qui a eu le prix Nobel pour avoir démontré la puissance de l'effet insecticide du DDT, je ne me rappelle plus son nom. Donc c'est en 1948. Il a le prix Nobel, il annonce, si vous voulez, que grâce au DDT, on va réussir à se débarrasser de la mouche domestique. On est dans le plein rêve technicien, si vous voulez, de tout nettoyer, quoi. Voilà, bon, ça c'était une parenthèse sur... Petit détail cocasse, l'industrie du DDT et des premiers pesticides de l'époque, cette industrie, aux États-Unis, s'appelait l'industrie des poisons économiques. Et en 1948, lors de leur congrès où ces gens-là préparaient leur lobbying, etc., ils ont dit, bon, c'est un peu compromettant d'appeler ça industrie des poisons économiques. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir à phytosanitaire, à tout un tas de termes qui permettaient d'éviter le terme de poison économique. Voilà. C'est un petit détail. En général, des trucs comme ça, on retient les détails comme ça parce qu'ils sont marrants. Le reste, on oublie. Alors, oui. Un petit récap, là et là-bas. À vous. Alors, juste pour dire que dans les actions qu'on peut mener, nous on est quelques-uns à être d'une association qui s'appelle Terre de Liens. Oui, je connais. Voilà, qui collabore beaucoup avec les gens de la conf et qui protège les terres, voilà, on mène toute cette action. Et on est basé sur un public de bénévoles et de citoyens actionnaires et également de citoyens donateurs. Voilà. À titre indicatif, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est là, si on peut vous renseigner. Le film Tu nourriras le monde, on a rencontré le réalisateur, si on peut organiser éventuellement avec vous une projection, ça c'est, on peut faire le lien, il n'y a pas de problème. Deuxième sommet, parce que là le programme est complet. Et ce monsieur, un des deux réalisateurs, travaille maintenant pour la conf dans le 05. Il démarre, c'est son prochain boulot là. Et sinon, je pense que ça serait intéressant pour voir les choses, voir l'aspect positif et en lien avec le film aussi. Je pense qu'en gros, à peu de choses près, on n'a pas fait d'énormes progrès en matière d'agronomie, on a plutôt régressé.
bon, l'association agriculture-élevage, par exemple, bon, j'ai fait mes stages dans une ferme de 20 hectares avec une quinzaine de vaches laitières, il y avait des céréales, etc. Bon, c'était un système qui peut certainement évoluer et être perfectionné, mais c'est un système qui était complet, dans lequel le fumier était recyclé. Enfin, bon. Alors, ce que je pense, pour répondre à la question là, sur l'agroécologie, ce que je pense, c'est que l'agroécologie, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire encore à l'échelle d'une ferme individuelle. Je crois beaucoup plus, moi, à ce que font un certain nombre d'agriculteurs déjà. Il y en a qui s'associent. Bon, pour donner un exemple, des agriculteurs de l'Isère, ils sont regroupés à 4, ils ont 70 hectares. Il y a des vaches laitières, transformation du fromage, du lait en fromage, récupération du petit lait pour élever des cochons par derrière. Il y a des gens qui produisent des céréales, il y a des gens qui produisent des fruits, des légumes, la charcuterie aussi, les porcs sont transformés, etc. Et ils sont quatre couples, si vous voulez, 4 familles, si vous voulez, à vivre de cette façon-là. Et apparemment, ils s'en sortent bien. Donc, il faut sortir, si vous voulez. L'idée que j'ai, c'est que l'agroécologie, ça consisterait à reconstituer, au fond, l'exploitation de polyculture-élevage à une échelle plus grande. Ce qui pose évidemment immédiatement le problème, c'est que comment faire en sorte que les gens qui sont associés restent associés pendant très longtemps. Et donc, c'est tout le problème de la résolution des conflits. Donc, il va falloir que les agronomes se transforment en psychologues. Rachel Carson son livre porte largement sur l'utilisation du DDT. Elle montre que ça provoque des résistances, c'est assez catastrophique le résultat de l'utilisation systématique, le bombardement des États-Unis au DDT. Et ça a été, si vous voulez, elle a été lynchée, à la fois par la recherche agronomique, bien sûr, mes chers collègues, et américains, et par évidemment les campagnes de presse de diffamation qui ont été menées contre elle. Donc, encore une fois, si vous voulez, vous lisez le livre de Carson maintenant, vous dites, mais c'est pas possible qu'elle ait vu les choses à ce point-là, quoi. Si, toute cette question, si vous voulez, contre laquelle on bute tout le temps, je pense, c'est cette question que l'évolution des choses est beaucoup plus rapide que l'évolution des mentalités. Et bon, il y avait bon, j'ai lu des livres sur cette période, si vous voulez, qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 70. C'est vraiment le miracle, les pesticides, les herbicides, etc. Ça. Et puis, si vous voulez, il y a aussi l'industrie qui est capable chaque fois de dire, bon, face à Carlson, par exemple, ça a été consisté à dire, ah oui, le DDT, c'est un organochloré. Mais maintenant, nous avons les organophosphorés. Ah, les organophosphorés, c'est une merveille. Après, les organophosphorés, ça a été je ne sais quoi. Maintenant, c'est les néonicotinoïdes. C'est merveilleux. En plus, si vous voulez, avec derrière une hypocrisie absolument incroyable, c'est que les néonicotinoïdes, ils sont utilisés à raison de quelques grammes à l'hectare, alors que les produits précédents sont utilisés à raison de kilos et de kilos, ou même de dizaines de kilos à l'hectare. Et on vous dit, ah, le tonnage des pesticides a beaucoup diminué. Là, il faudrait nuancer parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait des régions où ils étaient extraordinairement pauvres, c'est la Bretagne. Vraiment, alors là, c'était carrément la misère. Hein. La région de Genot, alors, oui, ils étaient pauvres, mais en tout cas, si vous lisez le livre de Bernard Charbonneau qui s'appelle Triste campagne, qui est un livre, une pure merveille aussi, qui est de 72-73, je ne sais pas si quelqu'un, si vous le connaissez. Triste campagne raconte l'histoire de la destruction du Béarn et du Pays basque, de l'agriculture, de la paysannerie, par l'industrie chimique, en particulier le gaz de lac, enfin, et autres, etc. Et c'est un livre qui est poignant, parce qu'il analyse en détail, lui, il est très proche de la nature, si vous voulez, et il vous décrit comment enfin, les torrents deviennent, les gaves deviennent des égouts à ciel ouvert, enfin bon, c'est terrible. Et comment, disons, grâce à une culture là, qui était une culture que je déteste, mais c'est la culture du maïs. Le maïs est une catastrophe écologique. Beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais.
maintenant des pesticides, en effet, et surtout, pourquoi faire? Vous savez que 40%, non, même pas ça, pour nourrir les bagnoles. Aux États-Unis, 40%, au moins 40% de la production de maïs sert à faire de l'essence, avec une rentabilité qui est extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez dépensé 100 en énergie et vous allez récolter 120 sous la forme de gasoline, sous la forme d'énergie d'essence. Vous voyez l'intérêt de la chose. Et encore, on n'est même pas sûr que ce ne soit pas surestimé, les 20% là. Alors, si vous voulez, quand vous commencez à regarder le travail des maraîchers, puisque dans la région, il y en a quand même beaucoup, la quantité de travail qu'ils font, la quantité d'intelligence qu'il faut. Moi, j'en connaissais un, il faisait 40 cultures différentes. Donc il faut prévoir qu'on va mettre telle plante à tel endroit, à telle époque, et qu'il faudra que ce soit succédé par telle autre plante qui va être complémentaire, etc. Une intelligence, si vous voulez, un savoir-faire absolument extraordinaire. J'ai aussi rencontré un jour, lors d'une conférence, une femme qui était la fille d'un maraîcher de la région parisienne. Si vous voulez, le travail que faisaient ces gens-là dans les banlieues vertes, dans les ceintures vertes de Paris, et c'est un travail absolument extraordinaire. Faire dès janvier, on mettait le fumier pour qu'il fasse la chaleur, on semait. Le soir, il fallait recouvrir les petites serres, si vous voulez, avec des couvertures pour éviter que ça gèle. Bon, et ensuite, on repiquait. Enfin, c'est un savoir-faire. Tout ça, ça a été liquidé. Hein. Il ne reste plus rien de tout ça. Ça qui pose quand même un sacré problème, la liquidation de tous ces savoir-faire. Ce que vous dites, c'est vrai aussi aux États-Unis. Il y a eu quelques biologistes qui ont, dès 48-49, qui ont alerté sur le danger du DDT. Les problèmes resteront, même si on réussit à mettre une couche dessus de vernis, si vous voulez, pour faire croire que les problèmes ont disparu. C'est-à-dire tout le discours sur la transition écologique est